Bonjour à tous et à tous et à toutes, pardon. Merci d'être présent pour cette présentation de l'indicateur de qualité écologique. Alors, on va attendre un tout petit peu, peut-être qu'il y ait un peu plus de participants. Je vois que tout le monde arrive au fur et à mesure. Je vais peut-être commencer par faire un petit rappel sur le projet Adapto. Donc, le projet Adapto qui est porté par le Conservatoire du Littoral et le BRGM depuis 2017, qui vise à démontrer la pertinence et l'intérêt des démarches de gestion souple comme stratégie d'adaptation des milieux littoraux au changement climatique. Donc, le projet Adapto développe plusieurs thématiques, et notamment une thématique sur le patrimoine naturel et les milieux naturels. Et c'est dans ce cadre-là que un indicateur a été construit avec le Muséum d'espaces naturels, et notamment Patrinat, dans lequel travaillent Marianne Debu et Yorick. Et qui vise notamment à évaluer la qualité écologique d'un site et aussi prédire l'évolution des milieux naturels, notamment avec des reconnexions marines, la reconnexion de terrain à la mer. Donc, je vais laisser Marianne prendre le relais si elle veut bien nous présenter l'indicateur. Merci. Merci Mathilde pour l'introduction. Bonjour à tous. Marianne Debu, comme l'a dit Mathilde, je travaille à Patrinat au Muséum d'histoire naturelle. Et donc, je vais vous présenter un indicateur d'évaluation et de prédiction des potentialités écologiques d'un site littoral dans un contexte de dépolarisation que nous avons réalisé dans le cadre du programme Life Adapto cette année, enfin les 3 dernières années. Je vais vous présenter d'abord rapidement le contexte, après l'indicateur en lui-même, sa mise en œuvre sur certains sites Adapto, les limites qu'on a rencontrées et les différentes publications qui sont en lien avec cet indicateur. Donc, pour commencer, quelques mots de contexte. Donc, comme l'a dit Mathilde, le projet s'inscrit dans le programme Life Adapto, mené par le Conservatoire du Littoral, et qui cherche donc à explorer des solutions de gestion souple du trait de côte dans le contexte du changement climatique. Et donc, ça s'est fait au travers de 10 sites pilotes sur le littoral français, qu'on peut répartir en gros en 2 catégories, les sites Manche et Atlantique qui sont concernés par la dépolarisation et les sites méditerranéens concernés plutôt par la restauration dunaire. Et donc, ces différents sites sont étudiés par différents points de vue, dont une approche environnementale dans laquelle s'est inscrit l'indicateur. Pour entrer plus en détail de l'indicateur, il a été développé sur les différents sites concernés par la dépolluérisation qui ont une structure assez similaire. Ici, le site de la baie de Lancieux. Donc, à chaque fois, on avait une digue avec d'un côté des habitats d'eau, de vase et de présalé, et de l'autre côté, des habitats plutôt du type prairie, forêt ou culture. Et donc, les différents sites étaient concernés par une problématique de dépolluérisation, c'est-à-dire par l'ouverture de brèches dans la digue, qui vont entraîner un retour d'eau salée ou saumâtre sur les terres qui sont actuellement endiguées. Et donc, les interrogations portaient sur les conséquences de la dépolluérisation sur la biodiversité, et donc notamment quels impacts, comment va évoluer la richesse de différents groupes taxonomiques, comment va évoluer les fonctionnalités du site. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a développé l'indicateur, avec également plusieurs attentes de la part du Conservatoire du Littoral, notamment créer un indicateur qui soit facile d'utilisation et qui puisse être mis en œuvre sans connaissance écologique approfondie et sans données onéreuses, qui inclut des notions de diversité, de patrimonialité et de fonctionnalité, mais également qui puisse être utilisé comme un outil de communication, donc notamment auprès des populations qui sont concernées pour mettre en évidence qu'un projet de dépolluérisation peut avoir des conséquences positives ou négatives et que tout n'est pas blanc ou noir. Donc, pour répondre à ces différentes attentes, on a développé un indicateur qui est basé sur une approche par habitat. Donc, il n'y a pas de suivi de biodiversité. On va chercher à évaluer les changements de la qualité écologique potentielle d'un site à 2 instants donnés. Donc, si la dépolluérisation est effective, donc a déjà eu lieu, on va s'intéresser à l'avant et l'après dépolluérisation. En revanche, si la dépolluérisation est seulement envisagée, on va pouvoir comparer la situation actuelle avec différents scénarios de restauration ou alors différents horizons temporels qui permettent de prendre en compte la montée du niveau des mers.
Donc, si on rentre plus en détail de l'indicateur, donc le principe est relativement simple. C'est de combiner des cartographies d'habitat qui sont faites dans une typologie définie et à au moins 2 instants donnés, avec ce qu'on appelait une matrice de capacité biologique. On va obtenir l'indicateur sous forme d'un diagramme radar, avec différents axes qui correspondent à différents paramètres qu'on va retrouver dans la matrice, et différentes courbes qui correspondent aux différents instants d'étude. Donc, je vais rentrer en détail des différentes étapes maintenant. Tout d'abord, les cartographies d'habitat. Donc, on a fait face à 2 cas de figure. Dans le cas d'Adapto, on avait des sites où on avait déjà une dépoldérisation et des sites où elle était seulement projetée. Donc, pour les sites où la dépoldérisation était déjà effective, les 2 instants de cartographique, donc l'avant-dépoldérisation, on s'est basé sur des cartographies des habitats passés, qu'on a obtenues par photo-interprétation. Je ne rentrerai pas ici dans le détail. Et en revanche, pour les cartographies des habitats actuels, on a fait une cartographie par télédétection, que je vais vous présenter après. Pour les sites pour lesquels la dépoldérisation était envisagée, donc les habitats avant dépoldérisation, ça correspond aux habitats actuels, donc on a obtenu également par télédétection. Et en revanche, l'après-dépoldérisation, ça avait des cartographies prédictives des habitats qu'on a fait à l'aide des modélisations de submersion que nous a fourni le BRGM. Donc, la première étape pour la réalisation des cartographies d'habitat, c'était la définition d'une typologie. Donc, en effet, on avait sur les différents sites Adapto des cartographies qui étaient préexistantes, mais qui pouvaient être anciennes, qui n'étaient pas toujours complètes sur tous les sites, et qui pouvaient être faites dans des typologies d'habitat très différentes. Donc, on a décidé de créer une typologie qui puisse permettre d'avoir un support homogène entre les différents sites. On voulait également une typologie qui soit relativement simple, mais qui soit exhaustive, c'est-à-dire que tous les habitats de plus d'1 hectare qu'on pouvait rencontrer sur les sites Adapto devaient pouvoir être attachés à une catégorie de la typologie. On voulait également rassembler des sites qui avaient des habitats qui avaient des caractéristiques écologiques proches. Donc ça, c'est pour pouvoir réaliser la matrice que je vous présenterai par la suite. Et également rassembler des habitats qui ont une réponse spectrale similaire, c'est-à-dire des propriétés optiques qui sont proches, puisqu'on a décidé de faire des cartographies actuelles par télédétection. Donc, on a abouti à la typologie qui est la suivante. On a distingué des habitats d'eau, c'est-à-dire des étendues saumâtres ou salées, des milieux de vase, donc à entendre dans un sens assez large, c'est plutôt des sédiments intertidaux, donc soit vase, soit sable et fréquemment immergés. On a distingué les différents niveaux de présalé, des habitats de roselières, les dunes blanches et des dunes grises, différents boisements par niveau d'humidité, des fourrés, différentes prairies également par un niveau d'humidité et par artificialisation, les cultures et des zones de bâti. Ensuite, donc, pour créer la cartographie des habitats actuels par des télédétections, ça s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, on part d'une image composite, c'est-à-dire c'est une vue aérienne du site qui correspond en fait à la superposition de plusieurs orthophotographies prises à différents mois ou saisons dans une année. Et pour chacune de ces orthophotographies, on a également calculé des indices radiométriques. Donc en fait, on superpose toutes ces couches pour obtenir une première image composite. En parallèle, on va créer un premier jet de polygones, donc ici à l'aide des cartographies existantes sur les sites, mais comme vous pouvez le voir, qui étaient partielles. Donc on a réparti un certain nombre de polygones dans chaque habitat. Donc, le nombre de polygones est environ proportionnel à la superficie de l'habitat. Et donc la combinaison de l'image et du premier jet de polygones permet de faire une première modélisation des habitats à l'échelle du site grâce à un algorithme qui est appelé Random Forest. Ensuite, on va créer un deuxième jeu de polygones à partir de la carte modélisée qui se fait également sur les mêmes principes. On a un certain nombre de polygones dont le nombre est environ proportionnel à la superficie des habitats. Mais cette fois-ci, on va les avoir sur l'ensemble du site et pas que sur la partie qui est cartographiée avec la carte initiale. Et ces différents polygones vont être vérifiés lors d'une phase terrain pour justement valider ou non les habitats. Après, on va avoir une dernière phase, on va combiner ces deux jeux de polygones pour avoir un grand jeu avec les polygones initiaux et les polygones vérifiés sur le terrain. Et ce jeu, on va le sous-diviser en deux parties. Une partie va être utilisée pour obtenir une deuxième modélisation, qui est la cartographie finale des habitats actuels. Et l'autre partie va être utilisée pour valider cette modélisation, justement.
Et donc, la validation se fait à l'aide de matrices de confusion. On a pu calculer pour les différents sites Adapto ce qu'on appelle le nombre de pixels bien classés, qui était compris entre 70 et 92% selon les sites. Et donc, ce qui est à peu près ce qu'on a trouvé également comme valeur dans la littérature scientifique. Donc ça, c'était pour les cartographies actuelles par télédétection. Ensuite, pour les cartographies prédictives des habitats, donc, basées sur les durées de submersion, le BRGM nous a fourni des cartographies qui ont été obtenues de la façon suivante. Donc, sur le site du CHOM, le BRGM a pu récupérer des données de submersion et réaliser un marégramme, c'est-à-dire un graphique qui donne la hauteur d'eau toutes les 5 minutes pendant un an sur un site. Donc, à partir de ce marégramme, on peut calculer les temps de submersion annuels en fonction de l'altitude, donc pour l'horizon actuel, mais également pour des horizons futurs en prenant en compte la montée du niveau des mers. Et donc, en l'occurrence, sur le site de Lancieux, 20, 40 et 60 cm pour les horizons 2030, 2050 et post-2050. En parallèle, le BRGM a utilisé des modèles numériques de terrain, des MNT, et qu'il a couplé avec les différents scénarios de dépolarisation envisagés, donc en fonction de la présence de digues ou la création de nouvelles digues de second rang, pour pouvoir donc modéliser les différents scénarios. Et la combinaison de ces deux documents permet de réaliser des cartographies de submersion actuelles et prédictives. Donc, par exemple, on voit sur la carte de gauche que les zones endiguées ont bien un temps de submersion nul, et en revanche, après dépolarisation, elles vont avoir un temps de submersion qui va être non nul. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de construire ce qu'on a appelé une matrice de submersion. Donc, pour ça, on va superposer les cartographies actuelles des habitats et les cartographies de submersion actuelles, qui va nous permettre de connaître pour chaque pixel de notre site son habitat et sa durée de submersion actuelle, et de faire une matrice où on a la proportion de pixels pour chaque habitat et pour les différents temps de submersion. Donc, on retrouve les différents habitats de la typologie qui sont présents sur le site, des tranches de temps de submersion annuels, et dans la matrice, donc les pourcentages de temps de submersion pour chaque habitat et chaque tranche de submersion. Donc, on voit par exemple que les habitats type boisement, prairie, on a quasiment tous leurs pixels qui ont des temps de submersion nuls. Et à l'inverse, pour des temps de submersion croissants, on va voir qu'on a une succession des différents niveaux de présalé, la vase et les habitats en eau. Donc ensuite, on va utiliser cette matrice de proportion pour obtenir la matrice de submersion en tant que telle. Donc pour cela, on a fait l'hypothèse de 3 successions écologiques. Une première, donc, que les habitats non côtiers vont, en cas de submersion, se transformer progressivement en haut shore, moyen shore, bas shore, slick, vase et eau. Pour les habitats de dunes grises, évoluer en dunes blanches, en vase et en eau. Donc en se rappelant que l'habitat vase, c'est en fait donc, sédiments intertidaux. Et que la roselière va évoluer en slick, en vase et en eau si on a des temps de submersion croissants. Et donc, le croisement de ces 3 successions écologiques avec la matrice de pourcentage nous permet d'obtenir la matrice de submersion en tant que telle. On retrouve toujours les habitats de la typologie présents sur le site et les différents temps de submersion. Et dans la matrice, on va savoir dans quel habitat un habitat donné va se transformer pour un temps de submersion donné. Donc, si on prend par exemple l'exemple du haut-shore, cet habitat va se maintenir pour des temps de submersion entre 0 et 5%, puis va se transformer en moyen shore, en bas shore, en vase et en eau pour des temps de submersion croissants. Et à l'inverse, on a fait l'hypothèse qu'il donnerait de la prairie mésophile pour des temps de submersion nuls. À partir de ces différents outils, on va pouvoir obtenir la cartographie finale, où on va cette fois-ci superposer la cartographie actuelle des habitats avec les cartographies de submersion prédictives. Donc, ça nous permet de connaître les habitats actuels avec le temps de submersion futur. Et grâce à la matrice de submersion, on va pouvoir obtenir l'habitat futur et obtenir ainsi la cartographie prédictive des habitats. Pour la réalisation de cette cartographie prédictive, on a également pris en compte 2 paramètres supplémentaires. Le fait qu'un habitat peut évoluer que dans un niveau inférieur dans la succession, puisque les modélisations que nous a fournies le BRGM ne prennent pas en compte la sédimentation, donc les temps de submersion ne peuvent que augmenter. Et le fait qu'on a fait également l'hypothèse qu'il n'y aurait pas de changement d'habitat dans les zones qui restent endiguées. Donc on prend vraiment en compte que la submersion. Et donc de là, on a pu réaliser des cartographies de submersion, donc à différents horizons temporels.
Et donc, pour le site de Lancieux, on n'a étudié qu'un seul scénario, mais on peut faire de même pour différents scénarios. Et donc, on voit par exemple ici que dans la zone endiguée, actuellement, enfin, avant la dépolarisation, c'était des prairies mésophiles. Et depuis que le site a été dépolarisé, bon, ça va être à vérifier, mais donc nous, on a obtenu des cartographies prédictives, comme qu'on aurait un développement de présalé, avec plutôt du moyen shore et du haut shore à l'horizon 2030, et un développement plus important de bas shore dans les horizons 2050 et 2070. Donc, c'était le premier outil pour calculer l'indicateur. Le deuxième, c'est la matrice de capacité biologique, qui est la suivante. Donc, c'est une matrice où on va retrouver les habitats de la typologie et différents paramètres de diversité, donc pour différents groupes taxonomiques, de patrimonialité, donc en habitats patrimoniaux notamment, et de fonctionnalité. Et donc, dans la matrice, pour chaque intersection de ligne et de colonne, on va avoir une note comprise entre 0 et 3 qui nous indique si un habitat a une importance nulle à forte pour un paramètre donné. Donc, par exemple, pour les présalés, on voit qu'on a une note plutôt faible pour la diversité végétale, puisque ce ne sont pas des habitats extrêmement diversifiés au niveau de la végétation. En revanche, on a une note plutôt élevée pour les paramètres de régulation du climat, comme c'est un habitat qui a un taux de séquestration du carbone qui est très élevé. Cette matrice a été construite par deux techniques. La partie diversité et patrimonialité, on a fait une construction par expertise, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs experts de Patrinat qui ont rempli la matrice et après on a mis en commun, on a discuté les éventuels désaccords pour obtenir la version finale. Et la partie fonctionnalité a été construite par bibliographie, donc à partir de 230 références, qui elle-même faisait appel à des données qualitatives ou quantitatives, donc notamment des données chiffrées, donc par exemple les taux de séquestration du carbone de différents habitats, des notations elles-mêmes qui étaient faites par expertise, ou alors des valeurs monétaires de services écosystémiques. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer l'indicateur. D'un côté, on a des cartographies d'habitat qui vont nous donner les superficies de chaque habitat à chaque instant. Et on a également la matrice qui nous donne l'importance de chaque habitat pour chaque paramètre. Et la combinaison des deux, par le biais d'une moyenne pondérée, nous permet d'obtenir l'indicateur sous forme d'un diagramme radar. Donc, on retrouve les différents axes, donc ce sont les différents paramètres de la matrice, avec un paramètre supplémentaire, l'équitabilité des habitats. Donc, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle l'indice de Pilou, qu'on a multiplié par un facteur 3. C'est un indicateur qui tend vers 1, et donc en l'occurrence pour nous 3, si on a une répartition équitable des différents habitats sur un site, et au contraire qui va tendre vers 0 si on a un habitat qui domine. Et on retrouve également donc, différentes courbes qui correspondent à différents horizons temporels et éventuellement différents scénarios selon les sites. Donc, on va pouvoir analyser ce graphique à l'aide de l'évolution des superficies des habitats. Donc, on voit ici que, comme on l'a vu précédemment sur les cartographies, la dépolarisation pourrait entraîner un développement de présalés aux dépens des prairies mésophiles. Et donc, sur le diagramme radar, ça expliquerait par exemple la diminution de la diversité végétale. Comme on l'a vu, les présalés ne sont pas forcément très riches au niveau de la végétation. Pareil, on a différents taxons dont la diversité pourrait diminuer, les prairies étant plus favorables que les présalés. À l'inverse, on devra avoir une augmentation de la diversité en nextons, puisque les présalés sont des habitats qui ont un rôle de nurserie et pour la reproduction et l'alimentation également assez important. On peut s'attendre également à une augmentation du potentiel en habitats patrimoniaux, comme les présalés sont des habitats patrimoniaux. Et pour les fonctionnalités, on a, comme pour la diversité, des évolutions variables. Par exemple, la pollinisation qui est plutôt assurée dans les prairies par rapport aux présalés. Donc, on peut s'attendre à une diminution de cette fonctionnalité. Et à l'inverse, il y a différentes fonctions où les présalés ont un rôle qui est assez reconnu et établi, donc notamment l'atténuation de l'énergie des vagues, la séquestration du carbone ou la sédimentation. Et donc, on peut s'attendre à une augmentation de la note de ces différents paramètres. Donc ensuite, l'indicateur, on l'a mis en œuvre sur les différents sites adaptos. Donc, je vais vous présenter quelques résultats supplémentaires. Donc, tout d'abord, sur le site de la baie d'Authie,
vous pouvez voir donc, en rouge la partie qui est concernée par une éventuelle dépolluérisation, où on a la cartographie à gauche des habitats actuels et à droite les habitats prédictifs, avec encore une fois une modélisation qui nous indique le développement a priori de présalé dans la zone dépolluérisée. Pour l'estuaire de l'Orne, c'est pareil. En rouge, vous avez la zone qui est concernée par la dépolluérisation. À gauche, c'est la cartographie des habitats actuels, principalement des prairies mésophiles. Au milieu, c'est un scénario qui est étudié où il y aurait création d'une digue dans la zone dépolluérisée, ce qui entraînerait une dépolluérisation que d'une partie, et donc du présalé que sur la partie reconnectée. Un deuxième scénario où cette fois-ci, on aurait une dépolluérisation sur l'ensemble de la zone encadrée en rouge. Donc, pour ces deux sites, on a un développement des présalés donc aux dépens des prairies. Et donc, on retrouve une structure des diagrammes radar qui est très similaire au site de la baie de Lancieux. Donc, une même allure avec, pareil, une diminution de la diversité pour la plupart des taxons, excepté le necton, une augmentation du potentiel en habitats patrimoniaux et une évolution, pareil, similaire des fonctionnalités avec la diminution de la fonction de pollinisation, une augmentation plutôt pour les autres paramètres d'atténuation des perturbations physiques, de régulation du climat, etc. Sur le site du delta de l'Aller, donc on a encore une fois encadré en rouge les zones qui sont concernées par la dépolluérisation, et donc avec la mise en évidence dans les cartographies prédictives d'un développement de présalé. Alors ce site est un peu différent des autres puisqu'on a déjà des bassins remplis d'eau dans la zone endiguée. Donc en fait, le changement d'habitat va être moins marqué que pour les autres sites. Et le diagramme radar va également présenter un contraste plus faible puisqu'on a déjà des habitats en eau donc qui ne sont pas très favorables à certains taxons, donc, par exemple la végétation ou les papillons. Et en revanche, on a toujours une augmentation pour la diversité en necton du fait du développement des présalés. Également l'augmentation du potentiel en habitats patrimoniaux et les différentes fonctions qui sont assurées par les présalés. Un autre site, le marais de Brouage, en Charente-Maritime. Donc là, cette fois-ci, la partie dépolluérisée, donc c'est l'ensemble de la partie cartographiée ici. Donc on voit qu'on aurait un développement de présalés que sur une partie, qui serait aux dépens cette fois-ci plutôt de zones en culture que de prairies. Et donc on observe un diagramme qui est encore une fois un peu différent, comme les cultures qui vont être remplacées sont déjà des habitats qui ne sont pas très riches en diversité. Et donc les contrastes vont être un peu différents, mais avec toujours une augmentation de la diversité en necton, des potentiels d'habitats patrimoniaux et les différentes fonctions qui sont exercées par les présalés. Je l'ai mis encore un autre exemple, pardon. Tout d'abord, c'est les sites de Mortagne-sur-Gironde et de l'île Nouvelle. Donc, ce sont deux sites qui sont dans l'estuaire de la Gironde. Donc, on a une eau qui est un petit peu moins salée. Et ici, l'évolution, ça va être principalement un développement un petit peu de présalé et surtout de roselières aux dépens d'habitats de culture. Et donc, cette fois-ci, les diagrammes mettent en avant une stabilité pour la note de la diversité végétale, puisque les cultures sont des habitats, comme on l'a dit, qui ne sont pas très riches, mais les présalés et les roselières non plus. En revanche, on va avoir une augmentation pour la plupart des autres paramètres grâce au développement des roselières. Et pareil pour le potentiel en habitats patrimoniaux et les différentes fonctionnalités. On peut s'attendre à une augmentation des différentes fonctions, comme les cultures, elles, en revanche, surtout une fonction de production. Et le dernier exemple, c'est un site méditerranéen, le Vieux-Salins-d'Hyères. Donc cette fois-ci, les cartographies, c'est des cartographies qui ont été faites par des études. Avec, on peut voir en rouge, c'est la modélisation du trait de côte à l'horizon 2100. Donc on aurait un recul du trait de côte avec un changement d'habitat. Et surtout, l'élément principal, c'est la reconnexion de l'étang de l'Anglais à la mer. Donc là, si on calcule l'indicateur à l'échelle de tout le site, on voit qu'on a très peu de changements d'habitat et en fait, ça ne se traduit pas du tout, donc il n'y a aucun changement qui est visible sur l'indicateur, comme les changements sont très fins. En revanche, si on calcule l'indicateur au niveau de la zone encadrée en rouge, on commence à avoir plus de changements d'habitat, donc une régression des fourrés des boisements au profit des dunes blanches et des zones en eau.
Et donc là, on a bien un indicateur qui est un petit peu plus contrasté, donc avec des variations au niveau des paramètres de diversité et de fonctionnalité qui sont en lien avec le changement d'habitat. Donc voilà pour les différents exemples sur les sites Adapto. Maintenant, les différentes limites qu'on a rencontrées pour l'indicateur. Donc, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est un indicateur de qualité écologique potentielle. Donc, il ne repose pas sur des relevés de terrain. Il ne va pas prendre en compte des caractéristiques propres au site, comme par exemple la gestion ou la fragmentation des habitats. On a également différentes limites qu'on peut rencontrer aux différentes étapes de son calcul. Tout d'abord, au niveau des cartographies. Par exemple, les cartographies prédictives vont dépendre des cartographies actuelles. On peut avoir une répercussion des erreurs cartographiques d'une étape à l'autre. Il faut également garder à l'esprit que les cartographies prédictives sont basées uniquement sur les durées de submersion et sont faites à MNT constant. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte la sédimentation, l'érosion ou d'autres aspects comme les flux d'eau, la pédologie, etc. Donc, c'est des limites à garder à l'esprit dans la fiabilité des cartographies. Au niveau de la matrice également, certaines cases ont été plus difficiles à remplir que d'autres, soit par manque de données bibliographiques, soit par des données bibliographiques qui ne sont pas toujours en accord, ou alors au niveau des discussions entre experts. Enfin, par exemple, pour la diversité, selon si on s'intéresse à une espèce, selon les espèces, ou est-ce qu'on s'intéresse à un moment précis du cycle de vie ou non, on peut avoir des notes différentes. Donc, encore une fois, c'est une limite à garder à l'esprit. Et également au niveau du calcul de l'indicateur en lui-même, on suppose une relation linéaire entre l'importance d'un paramètre et la superficie d'un habitat, comme on fait une moyenne pondérée. Donc c'est une hypothèse qui peut être tout à fait acceptable pour certains paramètres, comme par exemple la régulation du climat. Donc, si la séquestration du carbone s'exprime en grammes de carbone par mètre carré par an, on a bien une relation linéaire avec les habitats. En revanche, si on s'intéresse par exemple à des données de diversité, on peut s'attendre à avoir plutôt une relation qui est plafonnée, et ce qui ici n'est donc pas pris en compte. Il faut également garder à l'esprit qu'on ne met pas en évidence les changements des espèces. Par exemple, comme on l'a vu, parfois on conserve la même note pour la diversité végétale, mais on passe d'un cortège d'espèces non allophiles à espèces allophiles, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne met pas non plus en évidence. Enfin, c'est important quand on analyse le diagramme donc de le faire pour une zone d'étude définie, comme c'est directement lié à la superficie des habitats. Il y a un contexte et des objectifs de gestion donnés. Si on a une augmentation d'une note, ce n'est pas forcément positif et une diminution n'est pas forcément négative. Tout va dépendre des objectifs, mais également des habitats qu'on va retrouver autour du site. Et enfin, c'est également important d'analyser le diagramme de manière relative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder la note toute seule. Une note de 2 ne veut pas forcément dire quelque chose. C'est vraiment l'évolution de la note entre deux instants qui est importante. Donc, malgré toutes ces limites, on a quand même un indicateur qui permet de mettre en évidence les grandes tendances évolutives de la biodiversité au sein d'un site. Et donc, je vais finir avec quelques publications que nous avons réalisées donc, pour aller plus loin. La première, c'est un article scientifique qui a été publié dans Ecological Indicators, qui est en open access, donc c'est accessible à tout le monde. On a également le rapport final du projet Life Adapto qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et donc là, on présente les résultats pour les différents sites Adapto. Et enfin, on est en train de réaliser un guide méthodologique pour mettre en œuvre l'indicateur, qui sera composé de différentes parties. Une partie de présentation assez générale de l'indicateur, une partie où on rentre un peu plus dans le détail de la méthode, une partie qui est un exemple détaillé, donc, qui correspond au site que je vous ai présenté aujourd'hui, le site de Lancieux. Et après, on aura 3 parties qui détaillent vraiment pas à pas chaque étape pour mettre en œuvre l'indicateur, soit pour le mettre en œuvre sous QGIS, soit sous ArcGIS, et également sous PQGIS, c'est-à-dire qu'on a codé toutes les étapes de l'indicateur en Python. Et après, il n'y aura plus qu'à lancer le code Python. Donc ça peut être réalisé même sans connaissance de programmation. Voilà pour la présentation de l'indicateur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marianne. Du coup, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le module questions et réponses qui est situé en bas. Ou si vous voulez faire vos retours, vous pouvez aussi aller dans le chat
dans la discussion. On attend vos questions. Alors Marianne, on a une question de Joachim Dufour qui demande: peut-on affiner ces modélisations, comme pour les vieux salins, recentrer sur la seule partie des sites concernés par la reconnexion marine, plutôt que l'ensemble du site, car ça serait plus logique pour montrer les évolutions non pas du site concerné, mais de la partie réellement impactée par la reconnexion. Alors oui, justement, en fait, peut-être que je n'ai pas été claire, mais donc sur la diapositive avec le vieux salin, j'ai présenté donc, le résultat de l'indicateur à l'échelle du site où effectivement on ne voit pas grand-chose. Et après, le deuxième graphique, c'était justement à l'échelle de l'étang de l'Anglais, où il y a la partie reconnectée. Alors, nous avons aussi Patrick Lapouillade qui demande: est-ce que vous notez une différence notable ou un biais entre le modèle basé sur les évaluations de terrain et sur le modèle prédictif? En termes de communication, le modèle prédictif pourrait être un bel atout. Alors, j'imagine que c'est les cartographies prédictives, la question. En fait, on n'a pas encore pu vérifier que les cartographies prédictives qu'on avait réalisées s'étaient passées sur le terrain. Donc là, en fait, ça va être pour le site de Lancieux, ça va être vraiment intéressant de voir comme il a été dépoldérisé depuis, je crois que c'est 2 ans maintenant. Donc, bon, on n'est pas encore en 2030, alors que nos modélisations sont faites à 2030, mais déjà, ça va être intéressant de pouvoir voir justement à quel point nos cartographies prédictives sont plus ou moins proches justement de la réalité, tout en gardant bien entendu à l'esprit le fait que la sédimentation n'est pas prise en compte. Et ça, je pense que c'est un paramètre qui peut vraiment influer sur les habitats. Il a bien entendu ta réponse et te remercie. Joachim Dufour reprécise un petit peu sa question de tout à l'heure et demande si pour tous les autres sites, ça a été pareil, le fait de recentrer un petit peu l'étude de l'échelle. Ouais. Alors en fait, là, sur les différents sites, les différents diagrammes que j'ai présentés, donc pour le site de la baie de Lancieux, c'était bien les diagrammes radar à l'échelle du site, car il y a vraiment une grande partie qui est concernée par la dépolluérisation et donc le changement des habitats est assez important à l'échelle du site. En revanche, les autres diagrammes radar présentés, donc pour la baie d'Authie, l'estuaire de l'Orne, à chaque fois, c'était les diagrammes radar à l'échelle de la zone dépolluérisée et pas à l'échelle du site, où il y avait un contraste, mais qui n'était pas assez visible, donc j'ai choisi de ne pas le présenter. Donc, Joachim Dufour te remercie. On a une autre question de Julien Robert. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'intégrer dans la méthode une notion d'état de conservation des habitats en considérant les états de transition d'un habitat vers un autre qui peuvent être de durée différente en fonction des habitats considérés? Alors, pour l'état de conservation, j'avoue que je ne sais pas trop parce que on ne l'évalue vraiment pas du tout dans l'indicateur, ni dans on ne l'évalue pas pour les états actuels. Et je pense que ça n'aurait pas forcément de sens non plus d'en parler pour les états prédictifs. À partir du moment où on évalue un présalé, l'installation d'un présalé, je pense que l'état de conservation, on ne peut pas le prédire. Ça va vraiment être au cas par cas sur chaque site. Ouais, je ne sais pas trop pour l'état de conservation. Monsieur Julien Robert te remercie du coup. On n'a pas d'autres questions. Si vous voulez poser des questions, c'est toujours possible. Ou pareil, faire des retours sur ce que vous en avez pensé, sur l'accessibilité, la compréhension dans le chat.
Alors, une question de Katia Lombardini. Avez-vous des éléments de connaissance concernant le temps et les coûts pour la mise en place de cet indicateur sur un site? Alors, pour l'instant, l'indicateur, il n'y a que nous qui l'avons mis en œuvre sur les différents sites. Et comme c'était en même temps une mise en œuvre et en même temps un développement de l'indicateur, donc on n'a pas vraiment de temps référence. Après, donc là, normalement, je crois qu'il y a un site du Conservatoire du Littoral qui devrait essayer de le mettre en œuvre. Donc peut-être qu'on pourra avoir un retour plus précis là-dessus. Après, en matière de temps, si on fait toute la démarche avec également la cartographie par télédétection, je pense qu'il ne faut pas compter beaucoup plus d'une semaine. Enfin, nous, on a fait 2 jours de terrain pour un site. Donc après, il y a tout le reste autour à mettre en œuvre. Mais récupérer les données, ça peut être un peu long. Mais après, je pense que ça peut ne pas être trop long à mettre en œuvre. Et pour les coûts, j'aurais tendance à dire que ce ne serait pas très cher puisque toute la méthodologie est développée. C'est accessible normalement. Les données peuvent être téléchargées gratuitement sur les différentes plateformes de l'IGN, du CHOM. Ouais. Après, pour les orthophotos, c'était sur le site de TEIA qui est également accessible gratuitement. Et donc après, c'est le coût de la phase terrain, mais qui n'est pas très long. Katia te remercie. On a une autre question de Joachim Dufour. Pour les sites estuariens, notamment les dérèglements fonctionnels des cours d'eau, par exemple avec des ajouts d'eau douce plus ou moins réguliers par des inondations ou des sécheresses, est-ce que ces dérèglements-là, ils ont été pris en compte ou est-ce que ils font aussi partie des limites de l'indicateur? Alors non, ça n'a pas été pris en compte. Pour les milieux estuariens, on a vraiment, enfin, on est basé que sur les cartographies d'habitat et donc les paramètres de la matrice. Et donc, après, pour l'estuaire, enfin, les 2 sites de l'estuaire de la Gironde, c'est pas des cartographies prédictives qu'on a réalisées. Les sites sont déjà dépoldérisés. Donc, en fait, c'est des cartographies avant et après dépoldérisation qui sont utilisées. Donc, s'il y a eu un changement d'habitat lié à ces dérèglements fonctionnels dans les habitats actuels, il doit être visible sur les cartographies d'habitat actuels. Mais en revanche, si on avait fait une cartographie prédictive, ça n'aurait pas été pris en compte. Merci pour ta réponse. On a aussi Hervé Niel qui demande, donc en plus du guide de méthodologie, est-ce qu'une formation est programmée pour l'utilisation de l'indicateur à l'échelle d'un site et notamment à son utilisation par les gestionnaires des terrains du conservatoire? Alors en fait, donc la présentation aujourd'hui, ça correspondait à une première formation au sens, découverte de l'indicateur. Après, nous, on peut tout à fait se déplacer sur un site ou même échanger avec les gestionnaires des sites pour présenter plus l'indicateur et répondre aux questions. Enfin, on est assez ouvert. Après, je pense que ça va être aussi intéressant d'avoir les retours à partir du guide et voir à quel point il y a besoin d'une formation complémentaire. Mais après, on peut tout à fait répondre aux questions, toutes les questions qu'il y aura. On a aussi Virginie Mauclair donc, qui pose une question dans le chat. Elle s'interroge sur la modélisation basée uniquement sur la submersion avec un MNT constant. Pourquoi est-ce que le BRGM n'a pas pu tenir compte de l'érosion ou de la sédimentation, alors qu'il existe sûrement des cartes prédictives de l'allée érosion aux différents horizons, par exemple 2030-2050, pour l'ensemble du littoral? Alors, je ne sais pas si à tout hasard Olivier est connecté et peut répondre mieux que moi à la question. Mais a priori, c'est des modélisations qui sont très difficiles à réaliser pour l'érosion et la sédimentation. Donc, c'est des données qu'ils n'avaient pas à disposition et a priori, ça aurait rajouté une part d'aléatoire encore plus importante et donc ça n'a pas été fait. Merci pour ta réponse. N'hésitez pas si quelqu'un a encore des questions. Après, pour rappel, les guides vont bientôt sortir, donc seront à votre disposition. Si vous avez la moindre question, Marianne est joignable et l'équipe Adapto aussi peut répondre à vos questions.
Je vais remettre ma vidéo. Donc, voilà, donc si vous avez la moindre question, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Et donc le but après, voilà, c'est vraiment d'essayer de développer cet indicateur sur les prochains sites, que aussi les gestionnaires s'en emparent pour que vraiment ça soit fonctionnel sur le terrain. Donc voilà, Adrien vous a mis le site aussi, Adapto. Et l'indicateur sera aussi présenté au colloque Adapto, donc, qui a lieu le 30 novembre et 1er décembre. Il fera partie notamment d'une présentation à chaque fois des outils qui ont été développés dans le cadre du programme Adapto. Donc vous pourrez aussi retrouver cette méthode-là au colloque. Si plus personne n'a de réponse, écoutez, je pense que on va pouvoir clôturer la réunion. Dans tous les cas, n'hésitez pas voilà, à revenir vers Marianne. On va peut-être laisser ton adresse mail dans le chat si jamais les gens veulent te rencontrer. Joachim Dufour nous dit sacré boulot en tout cas, bravo et merci. Merci. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous, assez compréhensible, et n'hésitez pas justement si vous voulez avoir des formations un peu plus précises, notamment sur chacun de vos sites, avec Marianne. Merci beaucoup.